Donc Fabrice Béline, hein, chercheur à l'INRAE à Rennes. Et effectivement, comme l'a dit Bernard, je ne suis pas sud, mais j'ai quand même beaucoup côtoyé mes collègues sud. C'est au premier semestre 2023 dans les rues à Rennes, hein, donc je vous laisse deviner pourquoi. Et donc, du coup, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, pas dans les rues, mais dans la salle, pour vous présenter un travail sur la méthanisation agricole en France, hein, et plus particulièrement en se posant la question de la contribution de la méthanisation à la transition agroécologique ou à la transition énergétique. Et donc, du coup, c'est un travail qui fait suite à un workshop qui a été organisé fin 2022, et donc auquel j'associe du coup l'ensemble des co-auteurs de la synthèse qui a été faite suite à ce colloque, qui sont listés ici, mais plus largement l'ensemble des contributeurs, hein, actifs à ce workshop, qui sont écrits ici et que je ne vais pas nommer, mais qui se retrouveront. C'est un workshop qui avait pour objectif d'avoir une vision globale sur la méthanisation, et donc c'est vraiment une synthèse de ce workshop que je vais vous donner. Donc je ne vais pas rentrer dans on va pas rentrer dans la complexité et dans la finesse de la méthanisation. Si vous voulez, s'il y a des questions, on pourra les aborder plus tard, mais ça va rester quand même assez général. Je pense que je vais être un peu long, donc je vais essayer de faire relativement rapidement. Et un peu pour partir sur des bases un peu équivalentes ou égales pour tout le monde, hein, je voulais faire un petit historique sur les enjeux, sur la méthanisation et ses enjeux, tels que moi je l'ai vécu après un peu plus de 25 ans de recherche autour de ces thématiques. Et moi, la première fois que j'ai vu la méthanisation dans des documents officiels de politique publique, hein, c'était dans le plan climat 2004. Et donc, c'était dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vraiment un objectif environnemental, je dirais, lié à la déjection à la gestion, pardon, des déjections animales. Et il y avait en en objectif de second ordre, la production d'énergie renouvelable et la meilleure valorisation de l'azote. Et puis ensuite sont arrivés en 2006 et 2011 les tarifs d'achat d'électricité issue du biogaz, hein, ou de tarifs d'achat du biométhane issu du biogaz. Donc là, avec des visée plutôt énergétique, hein, avec des prises en compte de la taille, voire de l'efficacité énergétique du système. En 2013, on retrouve des visions un petit peu différentes avec le plan EMAA, donc énergie, méthanisation, agroécologie, azote, je pense, donc qui était porté par Stéphane Le Foll, avec des aspects, on retrouve complément de revenus, meilleure gestion de l'azote et développement des ENR. Donc là, on a des aspects économiques, des aspects environnementaux et agronomiques, et puis des aspects climatiques. Et puis ensuite, des nouveaux arrêtés qui révisent le tarif d'achat d'électricité et de biométhane, donc 2016-2020. Et puis en 2016, face aux premières controverses au niveau de la méthanisation, enfin, peut-être pas les premières, mais c'est là où ça a commencé à émerger quand même de façon importante. Il y a un premier décret qui est sorti avec une visée environnementale cette fois-ci. Donc, il a mis un plafond de 15% des intrants en tonnage pour les cultures principales. Donc, on voit bien que la méthanisation, c'est vraiment au cœur d'enjeux très différents, très divers, des enjeux énergétiques, environnementaux et principalement climatiques, économiques, agronomiques et alimentaires. Et quand on met en parallèle de ces politiques publiques, de ce regard sur les politiques publiques, le développement de la méthanisation, vous avez ici sur le graphique, sur le nombre d'unités de méthanisation, enfin sur les 20 dernières années, ben, on voit qu'en 2004, on avait un peu moins de 100 unités de méthanisation qui étaient principalement industrielles, hein, et qu'en 2022, on a à peu près 1400 unités de méthanisation et qui sont à plus de 80% agricoles. Donc on voit un fort développement ces dernières années. Et les barres rouges, c'est globalement les politiques publiques en faveur, des politiques publiques énergétiques en faveur de la méthanisation. Et on voit que ces tarifs de réévaluation, d'achat, soit de biométhane, soit d'électricité, c'est vraiment eux qui ont lancé la dynamique de développement. Et les petites étoiles vertes que vous voyez, c'est finalement les petites mesures environnementales qu'il y a eu pour essayer de contrôler la méthanisation. Et on voit que ça n'a jamais freiné la méthanisation. Donc, on a au final un développement qui est principalement basé sur les aspects énergétiques et économiques. Et les aspects environnementaux, ils sont très peu contraignants et ils sont implicitement considérés comme positifs, plutôt que positifs. Et pour autant, ce bioprocédé, il est vraiment au cœur des problématiques environnementales, hein, et des limites planétaires, notamment sur le changement climatique, hein, à travers le développement des ENR, mais il est aussi au cœur d'autres limites planétaires qui sont largement dépassées, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Je pense notamment à la biodiversité, à l'utilisation des sols, au cycle biogéochimique du phosphore et de l'azote, mais aussi, on ne le voit pas très bien là parce que c'est caché, mais au cycle de l'eau. Et donc, du coup, il nous est paru vraiment important d'avoir
avoir cette évaluation un peu systémique de la méthanisation et pas juste à travers l'énergie. Et donc, du coup, on s'est dit que le prisme de l'agroécologie était intéressant pour avoir ce regard systémique. Et donc, on a organisé un workshop méthanisation et agroécologie en 2022, en novembre 2022 à Rennes. Bon, voilà, je vous passe les détails. Il y a un article de synthèse qui est disponible, qui a été fait, et je vais essayer de vous le résumer aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous parler très brièvement de l'agroécologie, même si je ne suis vraiment pas le mieux placé pour en parler, mais pour faire le lien quand même avec le workshop. Donc, l'agroécologie, ça a plusieurs sens, hein. Ça peut être un mouvement social, un domaine scientifique ou des pratiques agricoles. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'agroécologie à travers le prisme des pratiques agricoles. Et donc, c'est des pratiques qui s'appuient sur les régulations naturelles, les fonctionnalités des écosystèmes, qui développent une vision systémique et long terme, qui essayent de maximiser les synergies entre les composantes du système. D'un point de vue très pragmatique, c'est des pratiques agricoles qui vont favoriser la réduction autant que possible des intrants de synthèse, qui vont essayer de boucler au mieux les cycles de nutriments, minimiser les pertes, favoriser la biodiversité, préserver, voire développer la santé des sols et préserver les ressources également en eau. Donc, on va essayer de regarder la méthanisation à travers ce prisme de l'agroécologie. Et donc, en parallèle, une définition rapide de la méthanisation. La méthanisation, globalement, on va transformer au sein d'un bioprocédé anaérobie des substrats organiques en deux produits, du biogaz, principalement composé de méthane et de dioxyde de carbone, et un digestat, du coup, qui est le résidu non dégradé, qui va être composé principalement d'eau, de matière minérale et de matière organique récalcitrante. Et on va essayer de regarder un petit peu tous ces compartiments et en les passant au prisme de l'agroécologie. On va commencer par le biogaz. Et donc, pour parler du biogaz, je me base sur les prospectives énergétiques françaises 2050. Alors, des prospectives, il y en a beaucoup. Et moi, là, ça, c'est une adaptation libre, comme c'est écrit en bas, de différentes prospectives. Là, il y a la SNBC, RTE, ADEME, Négawatt, GRDF, etc., etc. Donc, j'essaie de faire des moyennes ou des fourchettes. Et donc, du coup, là, vous avez les consommations en énergie finale, en terawattheure par an, donc les consommations actuelles environ, les chiffres que j'ai pu trouver, et puis les prospectives 2050 dans la deuxième colonne. Alors, on ne va pas tout regarder. Et ce qu'on peut regarder peut-être rapidement, c'est que évidemment, toutes les prospectives 2050, elles visent à réduire les produits pétroliers, donc on n'en trouve quasiment plus, ça, tout le monde est d'accord. Après, on a évidemment une large électrification du système. Donc, sans doute que suivant les prospectives, les points de dissensus, c'est sûrement sur le nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'on voit que là, il y a des grands écarts. Mais moi, je vais vous amener plutôt sur la méthanisation, donc ce qu'on appelle biogaz. Et on voit que sur les parties prospectives, il y a quand même une vision assez consensuelle, hein, de la production d'énergie au niveau français pour les 2050 en termes de biogaz, quelles que soient les prospectives, avec des écarts entre 90 à 150 TWh par an. Et pourquoi il y a ces aspects consensuels? Parce que le biogaz, ça a quand même des avantages, enfin ça a des avantages en termes d'usage. C'est quelque chose qui est produit, c'est pas intermittent. On peut le stocker notamment dans le réseau de gaz naturel, hein, ça a des usages multiples, enfin voilà, ça présente des avantages. Mais par rapport à la situation actuelle et les perspectives, ça veut dire que voilà, on a une augmentation entre plus 700 ou plus 1300% par rapport à l'existant. Enfin, l'existant, c'était 2022, hein, ça a déjà augmenté depuis. Donc à ce stade, si on repasse par rapport à l'agroécologie, dans le prisme de l'agroécologie, on ne voit pas d'incompatibilité avec l'agroécologie si la vocation, c'est vraiment que la vocation alimentaire reste prioritaire par rapport à la production d'énergie. Donc ensuite, on va s'intéresser au deuxième produit, qui est le digestat, qui lui, en général, quasi exclusivement, est utilisé comme fertilisant fertilisant sur les sols, et donc il va permettre une production végétale. Et donc là, si on regarde par rapport au prisme de l'agroécologie, et notamment un point extrêmement important en agroécologie qui est la santé des sols. Donc, quel impact de l'utilisation de digestat sur la santé des sols, leur qualité biologique, physique, stock de carbone, contamination biologique ou chimique. Donc là, je vous fais un très, très bref et rapide résumé. Mais globalement, sur ces quatre axes-là, ce qui est ressorti du colloque, si je pars en haut à droite, sur la qualité biologique, c'est globalement l'impact d'un digestat, c'est à peu près le même impact qu'un lisier sur la qualité biologique du sol, même s'il manque des données, que voilà, c'est les grandes lignes que je vous trace là, et que globalement, la qualité biologique, quand on apporte du digestat, elle est meilleure que quand on apporte du minéral. Mais le digestat, c'est aussi meilleur par rapport à pas d'apport. Sur la qualité physique, ce qu'on voit, c'est que globalement, l'effet des pratiques
de travail du sol ont un impact beaucoup plus important que l'usage, le type de matière organique qu'on apporte. Et ben, encore une fois, le lisier et le digestat, ça donne à peu près les mêmes impacts, hein, et qui sont plutôt favorables par rapport à un lisier, par rapport à du minéral, pardon. Au niveau des contaminations, donc notamment biologiques, ben, finalement, on a plutôt une hygiénisation, même si elle n'est pas totale lors de la méthanisation. Donc, finalement, il y a moins de contamination avec un digestat qu'avec un lisier, si on prend le même substrat, hein. Après, il y a l'histoire des mélanges, mais par contre, l'hygiénisation est moins bonne que pour un compost. Et donc, du coup, sans doute que l'impact majeur, il est plutôt au niveau des stocks de carbone. Donc, du coup, évidemment, au niveau des stocks de carbone, on a des sorties importantes du carbone du système à travers le biogaz, puisqu'on produit du CO2 et du CH4 qui ne restent pas au niveau du système agricole. Mais par contre, on a aussi une augmentation des entrées, puisqu'on va faire des cives et on va faire éventuellement rentrer des déchets sur le système agricole. Et puis, les formes du carbone après méthanisation ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on voit bon an, mal an aujourd'hui, c'est que les systèmes avec méthanisation ont plutôt un stockage de carbone légèrement supérieur ou équivalent au même système sans méthanisation. Et donc, du coup, maintenant, on va remonter la chaîne, hein, du bioprocédé de méthanisation en s'intéressant au substrat organique, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la méthanisation du digestat et du biogaz, mais évidemment que pour ça, il faut mettre quelque chose dans le méthaniseur. Et donc, hop là, pardon. Ah, bah, il me manque des choses, hein. C'est pas grave. Et donc, du coup, ces substrats organiques, et ben, pour s'intéresser à ces substrats, j'ai repris les mêmes prospectives que j'ai fait pour l'énergie et je me suis dit, que prévoit-il de mettre dans les méthaniseurs pour produire ces térawattheures en 2050? Et donc, c'est encore aussi une adaptation libre des différentes prospectives. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est globalement, il y a 20% de l'énergie produite dans les enfin, qui est prévue en 2050 qui provient plutôt des effluents et les 80 autres pourcents proviennent des systèmes végétaux, enfin de la production végétale. D'une part avec les cives, donc culture intermédiaire à vocation énergétique, qui est un point important, hein, c'est celui-ci, les résidus de culture, les herbes et fourrages et les cultures dédiées qui restent faibles. De toute façon, la réglementation, c'est 15%. Juste pour dire que globalement, on retrouve quand même 80% de l'énergie qui sera produite selon les prospectives qui viennent de la production végétale. Ben là, il y a eu une inversion, c'était ça que je voulais vous montrer avant, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, on va s'intéresser à quels sont les effets de ces usages de biomasse, hein, sur la gestion des systèmes en termes de production animale. Est-ce que ça change notre production animale ou est-ce que ça change que les effets sont sur la production végétale? Donc, en termes d'assolement, en termes d'évolution des cheptels, en termes de type et de niveau de fertilisation, d'utilisation de traitements phytosanitaires et de ressources en eau, tous les points importants en agroécologie. Alors pareil, de résumer de façon extrêmement rapide et importante, hein, ça a été assez peu discuté lors du workshop, ce n'est pas ressorti, mais ce qu'on voit, c'est que finalement aujourd'hui, la méthanisation, en général, ça peut être différent sur un cas précis, mais en général, elle a assez peu d'effet sur la production animale, ce qui est assez logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on n'a que 20% de l'énergie qui vient de la production animale et 80% qui vient de la production végétale. Donc elle va plutôt contraindre le système végétal que le système animal. Après, il y a des cas où il y a un effet sur la production animale, hein, et donc, du coup, l'effet sur la production végétale est beaucoup plus important et c'est ce qu'on observe principalement. Et en partant pareil sur les 4 axes, en partant sur la fertilisation, ben, ce qu'on voit finalement, c'est que globalement, il y a une augmentation de la fertilisation puisqu'on va cultiver des cives. Donc, on va faire une culture intermédiaire entre deux cultures principales, donc qu'on va récolter. Donc, on veut une production quand même suffisante. Donc, on va la fertiliser. Donc, globalement, bah, deux cultures, ça veut dire quand même plus de fertilisation. Mais globalement, on va quand même utiliser moins de fertilisants minéraux puisqu'on va faire rentrer de l'azote sous forme de biodéchets ou autre. Donc, du coup, globalement, augmentation de la fertilisation, mais baisse de la fertilisation minérale. Alors, sur les phytosanitaires, sur les IFT, c'est un sujet relativement controversé où il y a encore assez peu de données, mais globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a soit la même chose, soit un peu plus de phytosanitaires du fait des cives, hein, qu'on va utiliser sur les cives, hein, mais qui peuvent conduire à une baisse éventuelle des phytosanitaires sur la culture principale qui suit. Au niveau irrigation, c'est pareil, il y a assez peu de documentation à ce jour, enfin de résultats scientifiques, mais on observe quand même qu'on irrigue parfois des cives qui n'étaient pas irriguées avant, enfin des zones qui n'étaient pas irriguées avant, qu'on vient irriguer pour les cives, et voir une augmentation de l'irrigation de la culture principale après la cive, parce que la cive, elle a pompé l'eau au moment enfin, avant que soit implantée la culture principale. Donc des questionnements importants, peu de données, mais des questionnements importants sur les aspects
ressources en eau. Et au niveau des assolements, ce qu'on voit, c'est une très très forte augmentation des surfaces en cives, donc culture énergétique à vocation culture intermédiaire à vocation énergétique. Des changements sur les cultures principales. On voit les surfaces de blé qui baissent un peu au détriment de l'orge. Alors, détriment, ce n'est pas forcément le bon mot, mais en tous les cas, avec plus d'orge. Pourquoi? Parce que ça a tendance à faciliter l'implantation de cives d'été, parce qu'on récolte l'orge plus tôt, donc ça laisse plus de place pour une cive d'été. On voit une petite augmentation aussi des surfaces de maïs. Alors pourquoi les surfaces de maïs augmentent? Ce qu'on pense, c'est que, ça peut être utilisé comme intrant, c'est une des raisons, et aussi ça facilite l'implantation d'une cive d'hiver, c'est-à-dire que dans les successions culturales, le maïs, il vient souvent après une cive d'hiver, et donc si on veut faire une cive d'hiver, c'est bien de faire du maïs. Enfin, voilà. Après, ce qu'on observe aussi, c'est que la cive, elle a quand même un impact sur la culture principale. C'est-à-dire qu'on veut récolter de la biomasse, ça veut dire qu'il faut laisser pousser la cive au mois de mai, globalement. Donc, on décale un peu la culture principale derrière et on a une perte de rendement sur la culture principale. En moyenne, entre 10 et 30%, enfin de l'ordre de 20%, mais il y a quand même une petite perte. Et aujourd'hui, on n'observe pas de changement sur la partie prairie. Et donc, une des dernières questions qu'on va se poser sur ces aspects intrants, ou système, c'est quel effet sur le bouclage des cycles biogéochimiques et sur les pertes. Alors, juste sur l'azote et le carbone, ce qu'on voit, c'est que finalement, sur l'azote, on a plutôt des intrants extérieurs qui rentrent dans le système agricole. Donc, on a un meilleur recyclage de l'azote, des biodéchets, des déchets agro-industriels, etc. Mais que finalement, au niveau national, ça reste relativement faible. Les gisements sont relativement faibles. C'est au niveau azoté de l'ordre de 6%, même si sur certains systèmes, ça peut ramener 20% des besoins en azote, mais sur l'ensemble des besoins sur la France, c'est relativement faible. Que les gains d'efficience de l'azote, ils dépendent vraiment des pratiques au-delà de la méthanisation, que la méthanisation elle a tendance à augmenter les pertes d'ammoniac, puisqu'on a des pH plus élevés, des teneurs en ammonium plus élevées. Donc, c'est vraiment un point de vigilance, mais qui est pris en compte par la profession. Au niveau des pertes N2O nitrate, on ne voit pas de différence liée à la méthanisation en tant que telle. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la méthanisation, elle a peu d'impact sur la fixation d'azote à travers les légumineuses, même si c'est un domaine qu'il faudrait plus regarder. Sur le carbone, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est globalement, on a des entrées qui augmentent et du coup, on a plutôt un stockage qui est plutôt, on stocke un peu plus de carbone avec la méthanisation, puisqu'on a un système où on produit plus de biomasse. Les gaz à effet de serre, la méthanisation, ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre des effluents d'élevage notamment, mais qu'il y a quand même aussi un point de vigilance à prendre en compte, qui est les fuites de méthane, notamment quand on met des intrants végétaux qui ne produisaient pas de méthane avant cette filière. Et du coup, le dernier regard qui est porté, c'est un effet vraiment sur les systèmes de production agricole avec une vision extrêmement systémique. Et là, pour faire ce regard, je m'appuie sur les travaux de Jeanne, que je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est dans la salle et qu'elle va présenter ses résultats après. Donc, je spoil un peu. Mais elle vous donnera beaucoup, beaucoup plus de résultats. Pour présenter un petit peu les effets sur le système agricole, donc ce graphique, c'est une vingtaine d'exploitations. Je ne suis pas à l'aise de présenter ces résultats quand elle est là, parce que sans doute, je les présente mal. Alors, d'habitude, elle n'était pas là quand je les présentais. C'est une vingtaine d'exploitations qui ont été enquêtées, plutôt dans le Grand Est, me semble-t-il, mais elle précisera peut-être tout à l'heure, et qui sont classées ici sur un graphique sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Sur l'axe des abscisses, on a l'effet de l'implantation d'une méthanisation sur les aspects environnementaux. Est-ce que c'est moins vertueux ici, plus vertueux ou relativement mitigé? Et ensuite, sur l'axe des ordonnées, on a finalement, est-ce que le système il est maintenu dans le système de productif antérieur qui était principalement des systèmes intensifs, est-ce que ça devient plus intensif en allant vers le bas ou est-ce que ça devient plus extensif et plus durable vers le haut? Et du coup, ce qu'on voit, ces résultats, je les présente, les graphiques, les résultats de Jeanne, parce que ils sont faciles à présenter, mais il y a des résultats qui vont exactement dans le même sens, et je pense notamment les résultats de Florent Levavasseur. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez générique quand même. Et ce qu'on voit globalement, c'est que la majorité des systèmes, ils ont des effets mitigés et ils sont maintenus dans leur système de production antérieur, c'est-à-dire des systèmes plutôt intensifs. Donc, dans la plupart des cas, on a un maintien des systèmes existants, majoritairement intensifs, avec ensuite, au sein de ces systèmes, des effets plus ou moins vertueux selon les changements de pratique induits par la méthanisation. Mais on voit qu'on n'a pas de transition forte. Il n'y a pas de transition vraiment agroécologique grâce à la méthanisation.
Mais on voit quand même qu'il y a quelques cas ici où finalement on a des systèmes qui ont fait une transition et qui sont plus vertueux. Et donc du coup, bah, on s'est intéressé un peu à ces systèmes. Enfin non, il y a un intérêt à ces systèmes. C'est des systèmes qui avaient été historiquement pas mal documentés par, de façon peut-être un peu théorique, mais par Solagro, donc voilà, qui sont illustrés ici. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce qui nous a amené à l'issue de ce workshop à essayer de définir un peu ce que pourrait, puisqu'on voit que ça peut exister, bah alors qu'est-ce que ça pourrait être une méthanisation agroécologique? Et donc, du coup, là, je vais vous lister les choses un peu rapidement, on pourra revenir dessus, mais pour nous, voilà, une méthanisation agroécologique, c'est une méthanisation qui veille à produire de l'énergie bas carbone. Ça veut dire, on ne cherche pas à produire du biogaz qui aurait le même impact carbone ou juste un peu moins que des énergies fossiles. Parce qu'en fait, comme il y a d'autres impacts, il faut vraiment être en dessous de ces aspects. Donc, attention aux fuites de méthane, attention à l'efficacité énergétique des systèmes. Il nous semble qu'un point important au niveau méthanisation et agroécologie, c'est favoriser l'autonomie en fertilisant. Donc ça, c'est vraiment un point d'entrée pour l'agroécologie et la méthanisation. Donc il y a le recyclage territorial, c'est en vert parce que c'est déjà mis un peu en place. Et c'est limiter les pertes d'ammoniac, quelque chose de très très important. Attention à fertiliser les cives dans une logique extensive. C'est en rouge parce que c'est pas vraiment ce qui est fait aujourd'hui. Attention, enfin, et aussi, il y a aussi des objectifs de développer les légumineuses grâce à la méthanisation en termes d'usage, donc à travers des cives ou des cultures principales. Favoriser la biodiversité, donc évidemment, les développements de couverts végétaux, c'est intéressant pour la biodiversité, mais on pourrait aussi imaginer que la méthanisation permette de maintenir ou de développer des cultures pérennes telles que des prairies. Là où il y en a peu, ou là où il y en aurait moins si on diminue l'élevage, et aussi essayer de concevoir des systèmes qui optimisent les rotations et qui minimisent les besoins en phytosanitaires. Et donc, il y a l'idée de développer un peu les services écosystémiques à travers ce qu'on appelle les cives multi-espèces. En termes de procédés, c'est quand même essayer d'imaginer des procédés le moins coûteux possible qui permettent de réduire les contraintes financières sur les taux de retour sur investissement. C'est-à-dire que voilà, ne pas avoir le couteau sous la gorge après pour devoir produire une biomasse importante pour rembourser des annuités. Donc, il y a sans doute du travail sur la taille, la gouvernance et les technologies de filière. Et après, c'est aussi un dimensionnement raisonnable qui intègre des critères de souplesse et de résilience. Et un outil au service d'une approche systémique, c'est-à-dire on ne regarde pas que la méthanisation, mais comment elle s'insère dans le système global et dans notre transition globale, dans la transition globale. Et donc, du coup, ça, c'est une définition qui a donné lieu à un consensus un peu à l'issue de la synthèse de ce workshop. Mais par contre, hein, c'était un peu l'arrivée on se disait, bah voilà, ça c'est le système sur lequel on veut arriver. Par contre, on avait un fort dissensus entre les acteurs au niveau du chemin pour arriver à cet objectif, hein, avec des acteurs qui d'un côté disent que bah, la méthanisation, finalement, c'est un premier pas. C'est un premier pas que vous voyez pas sur de la première flèche bleue ici, quoi. C'est la méthanisation, elle permet une première amélioration et après on aura une amélioration continue qui va nous amener vers l'agroécologie. Donc ça, il y a des acteurs qui voient la méthanisation dans ce sens-là et d'autres acteurs qui disent bah non, ce premier pas, finalement, avec les investissements que ça demande, ça bloque le système et ça ne l'emmène pas du tout vers l'agroécologie. Et il faut d'abord une bifurcation, donc vraiment un changement de système et aller directement vers l'agroécologie. Et ça, ce dissensus, bon voilà, il est existant. Ça, c'était vraiment un dissensus qui a été partagé, un constat qu'on a fait en fin de workshop. Et là, je vais plutôt donner un point de vue personnel. On n'est plus dans la synthèse du workshop, c'est plus personnel. Moi, j'ai le sentiment que ces deux chemins, ils ne nous emmènent pas au même endroit. Même si tout le monde nous dit qu'on nous emmène vers l'agroécologie, moi, c'est un sentiment personnel. Je pense qu'il y en a un qui nous emmène plutôt vers ce qu'on appelle le land sparing, donc un système où on va continuer à intensifier l'agriculture pour libérer des terres, pour faire des espaces plus naturels. Et alors que l'autre, il va nous emmener plutôt vers le land sharing, donc c'est-à-dire un partage des terres. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un débat, deux courants de pensée qui sont complètement différents et qui sont au cœur de vifs débats. Là, je vous ai mis sur une année des articles qu'on peut collecter à droite, à gauche sur ces deux visions. Et voilà, pour moi, c'est vraiment deux visions différentes. Et pour conclure sur ces aspects et sur la méthanisation, agroécologie et méthanisation,
Globalement, ce qu'on peut sortir de ce workshop, c'est qu'il n'y a pas d'alerte environnementale majeure liée à la méthanisation. Il y a des points d'attention et des besoins de données complémentaires, mais pas d'alerte majeure. Par contre, hein, ce qu'on observe quand même, c'est que la méthanisation, à ce jour, ce n'est pas du tout un moteur important de la transition agroécologique et que la priorité, elle est donnée à la production d'énergie. Et donc, du coup, on a plutôt des systèmes, et notamment au niveau végétal, qui continuent à s'intensifier à travers la méthanisation. Et ce que j'ai montré dans la conclusion, enfin dans les slides d'avant, c'est que les principaux déterminants d'une méthanisation agroécologique qui sont connus d'un point de vue théorique, mais qui restent à développer d'un point de vue pratique, qu'il y a des travaux de recherche appliqués qui sont à conduire sur ce sujet, qu'il y a sans doute aussi des changements de politique publique pour permettre, nécessaires pour permettre ce développement d'une méthanisation agroécologique et que des contrôles sont nécessaires. Et finalement, peut-être la conclusion, moi, qui me paraît la plus importante, c'est que finalement, j'ai l'impression que la méthanisation, elle cristallise beaucoup de débats, mais qui ne sont pas des débats sur la méthanisation. C'est-à-dire qu'on a un problème de savoir sur quelle agriculture on veut en 2050. C'est ça le débat. Et la méthanisation, elle s'adaptera. Si on arrive à définir quelle agriculture on veut en 2050, la méthanisation, elle saura s'adapter à cette agriculture. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas d'accord. Il y a un gros dissensus aussi sur ces formes d'agriculture. Et après, voilà, il y a un questionnement quand même à avoir. C'est les systèmes qu'on développe aujourd'hui, qui ne sont pas très agroécologiques et qui sont plutôt biomasse intensive. Quid du changement climatique sur ces systèmes, hein? Est-ce qu'ils seront encore possibles dans quelques années? Et donc, du coup, ça, c'est des enjeux assez forts aussi. Et donc, comme nos collègues le disaient il n'y a pas très longtemps, l'agroécologie ne doit plus être une option, mais une urgence, hein. Donc, il y a du boulot. Parce qu'on a dit que ce n'était pas encore très agroécologique, hein. Voilà, je vous remercie.